Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre ICI TV, la troisième conférence des entretiens d'ICI qui sont consacrés cette année aux voix de la révolte. Je voudrais remercier aussi M. André Santini, ancien ministre, maire d'Issy-les-Moulineaux, pour son invitation. La conférence d'aujourd'hui est consacrée au général de Gaulle l'irréductible. Les voix de la révolte. Qui mieux que le général de Gaulle incarne la révolte au XXe siècle? Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Ce non intransigeant prononcé par le général de Gaulle dans son appel du 18 juin 1940, c'est l'expression suprême de la révolte. C'est la révolte de l'honneur. À cette minute même, dès cet instant, le général de Gaulle assume l'honneur de la France. Le général de Gaulle refuse la défaite, il refuse l'inacceptable, et il impose un mot qui commande d'agir, résistance. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Dans son appel du 18 juin, lancé sur les ondes de la BBC, le général de Gaulle prononce des mots irrévocables. Dans ses mémoires de guerre, il écrira « À mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même se terminer une vie, celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. À 49 ans, j'entrais dans l'aventure comme un homme que le destin jetait hors de toutes les séries. » De Gaulle entre dans l'aventure avec tous les risques assumés d'emblée. Une aventure portée par une indicible espérance. Écoutons Georges Bernanos. L'espérance est une victoire, et il n'y a pas de victoire sans risque. L'espérance est une victoire, et il n'y a pas de victoire sans risque. Au plus noir du désastre, de Gaulle affirme qu'il faut poursuivre le combat. Désormais, de Gaulle est un rebelle voué à l'exil. Il se définit comme naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre. Alors, quels sont les événements qui ont précédé la révolte du général de Gaulle? La défaite de nos armées a entraîné la France dans l'abîme, dans la débâcle. Le plus atroce effondrement de notre histoire, selon l'historien Marc Bloch. Le 10 mai 1940, l'Allemagne lance ses panzers à l'assaut de la France. En un mois, l'armée française est battue, laminée. 90 000 soldats français ont péri. 1,5 million de soldats français sont faits prisonniers. C'est l'exode. Dans le pays, c'est la débâcle, la déliquescence au sommet de l'État, l'effondrement de toutes les institutions. Sur toutes les routes venant du nord de la France, affluent de lamentables convois de réfugiés, mêlant civils et militaires des armées, mis en débandade par les offensives des panzers allemands. De Gaulle écrit dans ses mémoires de guerre « Au spectacle de ce peuple éperdu et de cette déroute militaire, je me sens soulevé d'une fureur sans borne. 8 millions de Français abandonnent leur domicile devant l'avancée foudroyante des armées allemandes et sous les attaques aériennes du 10 mai 1940. Après les bombardements sur la région parisienne, le 3 juin 1940, 2 millions de Parisiens partent et rejoignent les 6 millions de personnes déjà sur les routes en débandade. Dans cette déroute, dans ce désastre militaire, une lueur de fierté. Montcornet. Qu'est-ce que Montcornet? Montcornet, c'est le nom d'une bataille victorieuse. En effet, de Gaulle, qui n'est encore que colonel, commande une division de chars, la 4e division cuirassée. Dans ce secteur, dans l'Aisne, le secteur de Montcornet et d'Abbeville, le colonel de Gaulle lance une contre-attaque et parvient, entre le 17 et le 30 mai, à stopper la progression de l'ennemi. Une victoire certes limitée, mais emblématique et comme prémonitoire. Dans cette bataille, de Gaulle s'est imposé d'emblée. Il a laissé l'image d'un chef impressionnant. Sur le terrain, il ne s'épargne pas. Il ne dort que 2 heures par nuit. Il est toujours plus près de ses soldats. Un historien militaire a décrit le comportement du colonel de Gaulle à cette bataille de Montcornet.
je cite, « On connaît 100 exemples de son courage physique, qui semble parfois être de l'inconscience, tant son indifférence au feu surprend. » Le 25 mai, le général de Gaulle est nommé général de brigade à titre temporaire. Alors la bataille de Montcornet, avec l'emploi des chars, légitime finalement a posteriori la doctrine militaire que de Gaulle avait tenté vainement d'imposer au commandement des armées depuis déjà une vingtaine d'années. En effet, dès 1925, de Gaulle conteste l'enseignement officiel de l'école de guerre. Il est déjà en révolte contre les conformismes aveuglants. Ces conférences, d'ailleurs, dressent contre lui la majeure partie de la hiérarchie militaire. En 1932, il publie son livre « Le fil de l'épée », qui contient l'essentiel de sa pensée militaire. En 1934, il publie son livre le plus controversé, « Vers l'armée de métier », dans lequel il préconise la professionnalisation d'une partie de l'armée, l'emploi de l'arme blindée, la création d'un corps de manœuvre autonome doté de chars de combat, et il plaide pour un renouveau stratégique de la défense française. Alors le 5 juin est un tournant essentiel dans le destin du général de Gaulle. Pourquoi? Parce que le 5 juin 1940, de Gaulle entre au gouvernement, présidé par Paul Reynaud. Il est nommé sous-secrétaire d'État au ministère de la Guerre, au ministère de la Défense nationale, et de la Guerre. C'est ce qui lui donnera une légitimité pour les jours décisifs qui vont suivre. Alors à peine entré au gouvernement, le général de Gaulle accomplit des missions presque désespérées. Le 9 juin, il se rend en Angleterre pour tenter de convaincre Winston Churchill d'envoyer une partie de la RAF en France. Le 11 juin, il participe à Briare, à un conseil suprême franco-britannique sous la présidence de Paul Reynaud et de Winston Churchill. Cette conférence de Briare, il faut le noter, marque la fracture entre les alliés, mais également au sein des responsables français, entre ceux qui veulent continuer le combat et les partisans d'un armistice. Le 13 juin, le général de Gaulle participe à de nouvelles réunions franco-britanniques à Tours. Le 14 juin, date ô combien triste et tragique, les Allemands entrent dans Paris. Ce même 14 juin, le gouvernement se replie à Bordeaux. Le 14 juin au soir, de Gaulle, qui est à Bordeaux donc, part à Brest, à destination de l'Angleterre. Il est missionné par Paul Reynaud pour demander au gouvernement britannique les moyens de transport nécessaires à une continuation éventuelle de la lutte en Afrique du Nord. Donc le 15 juin, il quitte Brest pour Plymouth à bord d'un contre-torpilleur qui s'appelait le Milan. Le 16 juin, il prend le train à Plymouth pour Londres, et donc le général arrive à Londres en train. À peine arrivé, il rencontre Churchill, et les deux responsables discutent d'un projet d'union des peuples français et britanniques, projet qui avortera presque aussitôt. Ce même jour, le 16 juin au soir, de Gaulle rentre à Bordeaux, alors avec un avion que lui a prêté Churchill. De Gaulle arrive à Bordeaux vers 21h30, et à partir de ce moment, on est donc le 16 juin au soir, on peut dire que le destin du général de Gaulle va basculer. Pourquoi? Parce que de général de brigade et sous-secrétaire d'État, membre d'un gouvernement, de Gaulle s'achemine à ce moment-là irréversiblement sur le chemin de la révolte. Et on va le voir dans un instant. De Gaulle est accueilli à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac par le colonel Imbert et Jean Auburtin, qui sont tous les deux membres de son cabinet, et qui lui annoncent donc que Paul Reynaud a démissionné. Le président de la République, Albert Lebrun, fait appel au maréchal Pétain, qui formera son gouvernement avec des partisans de l'arrêt des combats. Pétain qui demande l'armistice, armistice qui sera signé, comme nous le savons, le 22 juin. De Gaulle qualifiera l'armistice de crime, le crime de l'armistice. Pour De Gaulle, la capitulation, c'est le pire désastre, c'est la pire humiliation. Dans cette nuit du 16 au 17 juin, à Bordeaux, De Gaulle prend cette décision irrémédiable qu'il lui faudra partir à Londres
seule solution pour continuer le combat. Alors tard dans la soirée de cette journée du 16 juin, De Gaulle rencontre Paul Reynaud, donc à Bordeaux. De Gaulle annonce à Paul Reynaud qu'il partira à Londres dès le lendemain matin afin de poursuivre le combat. De Gaulle demande à Paul Reynaud conseil, mais comment sera-t-il logé à Londres? De Gaulle n'a pas d'appartement à Londres. Il lui demande un conseil pour se loger quand il va arriver à Londres. Paul Reynaud lui conseille alors d'aller voir son ex-directeur de cabinet qui se nomme Jean Laurent. Il est environ 23 heures. Le général de Gaulle quitte Paul Reynaud, rencontre Jean Laurent, et ce même Jean Laurent remet les clés d'un appartement qu'il possède à Londres, un modeste appartement situé à Seymour Grove, près de Hyde Park. Il est alors près de minuit. Réfléchissons à ces quelques heures entre minuit et le lendemain matin, 7 heures du matin, où De Gaulle est seul, là dans une chambre d'hôtel. Il a pris sa décision. Son destin est en train de basculer. Et donc, ce moment qui est inaugural va faire du général de Gaulle, certes, l'acteur de l'histoire, un immense acteur de l'histoire de France et du monde. Mais pour avoir cette action de résistance, pour mener le combat, il sera d'abord un exilé, un rebelle. Le général de Gaulle passe donc cette dernière nuit sur le sol national, sol national qu'il ne retrouvera que 4 ans plus tard, en 1944. Le 17 juin au matin, très tôt, le général de Gaulle rencontre son aide de camp, Geoffroy de Courcelles, à qui il a fixé rendez-vous à 7h30 du matin. Alors là, nous avons un dialogue tout à fait savoureux, si je puis dire, entre De Gaulle et son aide de camp, Geoffroy de Courcelles. Témoignage rapporté par Geoffroy de Courcelles. Le général demande à De Courcelles « Qu'est-ce que vous faites ?» De Courcelles répond « Bien moi, mon général, je pars pour Beyrouth, j'appartiens à l'armée du Levant. » De Gaulle répond à Courcelles « Moi, je repars pour Londres avec l'avion que Churchill m'a prêté hier. Est-ce que ça vous intéresse de venir ?» De Courcelles répond à De Gaulle « Oui, mon général, si vous avez de la place pour moi, il n'y a pas de question. » À ce moment, le général de Gaulle dit à De Courcelles « Vous êtes le seul à avoir dit oui. » Vers 9 h du matin, le petit avion, prêté par Churchill, décolle de Mérignac, avec à son bord donc seulement De Gaulle, Geoffroy de Courcelles et l'anglais Spears. De Gaulle, dans ses mémoires de guerre, a écrit, quelques années plus tard bien sûr, « Nous survolâmes La Rochelle et Rochefort. Dans ces ports brûlaient des navires incendiés par les avions allemands. Nous passâmes au-dessus de Paimpont, où se trouvait ma mère très malade. » On peut imaginer le général de Gaulle dans ce tout petit avion, regardant par le hublot, lorsqu'il passe au-dessus de Paimpont. Et il a bien sûr la conscience à ce moment-là qu'il ne reverra probablement jamais sa mère sur cette terre, sa mère qu'il a embrassée quelques jours auparavant, le 15 juin, à l'occasion d'une courte visite. Sa mère, qu'il aimait tendrement, dont il a tracé un portrait moral, très bref, mais ô combien lumineux, dans ses mémoires de guerre. Je cite, « Ma mère portait à la patrie une passion intransigeante à l'égard de sa piété religieuse. Sa mère, Madame Jeanne de Gaulle, meurt un mois plus tard, le 16 juillet 1940, dans ce petit village breton de Paimpont. Le général de Gaulle ne pourra se recueillir sur la tombe de sa mère, inhumée dans le petit cimetière de Paimpont, que le 21 août 1944. Donc l'avion qui conduit le général à Londres doit faire une escale à Jersey, tout simplement pour un ravitaillement en carburant. Ensuite, le petit avion atterrit donc à Londres, sur un aéroport qui est dans la banlieue de Londres, qui s'appelle Heston, l'aéroport de Heston. De Gaulle atterrit là donc vers 12h30. Son avion à peine atterri, De Gaulle dépose ses bagages, 2 valises en tout et pour tout, dans le petit appartement qu'on lui a prêté, qu'il va partager avec Geoffroy de Courcelles, un appartement situé au numéro 6 de Seymour Grove, 3 pièces qui donnent sur Hyde Park.
Voilà comment a commencé l'aventure de la France libre, dans 80 mètres carrés. La souveraineté française, dans sa continuité, a trouvé là son refuge dans ce modeste appartement londonien de Seymour Grove. Après avoir déjeuné rapidement, De Gaulle se rend directement au 10 Downing Street pour rencontrer Winston Churchill. Il est 15 heures. La rencontre avec Churchill est chaleureuse. C'est une rencontre capitale. Pourquoi ? Parce que De Gaulle demande à Churchill de pouvoir parler à la BBC. Il lui indique qu'il veut lancer un appel à la résistance. Churchill accepte immédiatement et met la BBC à la disposition du général. Le général a témoigné dans ses mémoires de guerre de ce moment capital avec Churchill. Je cite : « Dès l'après-midi du 17 juin, j'exposai mes intentions à M. Winston Churchill. Naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre, qu'aurais-je pu faire sans son concours ? Il me le donna tout de suite et mit, pour commencer, la BBC à ma disposition. » Nous allons voir maintenant les quelques heures qui ont précédé le lancement de l'appel, donc qui ont précédé la naissance de la France libre. Le 18 juin au matin, le général de Gaulle est donc dans cet appartement de Seymour Grove, dans une extrême solitude. Il n'y a auprès de lui que deux personnes, un homme et une femme, son aide de camp Geoffroy de Courcelles et Élisabeth de Miribel. Alors, qui est Élisabeth de Miribel ? Eh bien, c'est une jeune Française qui travaille à la mission française économique de Londres que connaît Geoffroy de Courcelles depuis très longtemps. Et donc, de Courcelles a demandé à Élisabeth de Miribel son aide pour dactylographier le texte du général. En fin d'après-midi, donc, de Gaulle, avec son texte dans la poche, accompagné de Geoffroy de Courcelles, se rend à la BBC en taxi. Ce 18 juin, vers 18 h, De Gaulle prononce son appel historique qui sera diffusé à 20 h. Par son appel, De Gaulle incarne instantanément la souveraineté nationale. N'oublions pas qu'il est le seul à maintenir à ce moment, à maintenir debout la légitimité de la France combattante. C'est le surgissement d'un homme providentiel, celui qui dit non à la soumission, celui qui dit non à la servitude. Dans son appel, De Gaulle révèle un prophétisme visionnaire. En effet, et c'est très impressionnant, il affirme d'emblée que la guerre sera mondiale. Il faut donc que la France, le moment venu, soit présente à la table des vainqueurs. Ce 18 juin, c'est donc la naissance de la France libre, et c'est désormais, pour toujours, la date de l'homme du 18 juin. Dans les jours qui suivent l'appel lancé sur les ondes de la BBC, des affiches sont placardées dans les rues de Londres, avec cette phrase paradigmatique des combats de la France libre, phrase célèbre: « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. » Le 27 juin est une date inespérée. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, Churchill reconnaît le général de Gaulle. Il le reconnaît. Il reconnaît le rebelle de Gaulle. Il le reçoit à Downing Street. Et cette phrase est passée à la postérité. Churchill dit au général de Gaulle : « Vous êtes tout seul. Eh bien, je vous reconnais tout seul. » Le lendemain, 28 juin 1940, le gouvernement britannique reconnaît le général de Gaulle comme chef de tous les Français libres. Et le 7 août, de Gaulle signe un accord avec le gouvernement britannique consacrant la reconnaissance de la France libre par la Grande-Bretagne et qui fixe les règles qui régiront les rapports entre les deux autorités. Alors, n'oublions jamais que sans Churchill, il n'y aurait pas eu d'appel du 18 juin. Alors, il y a deux poètes qui ont écrit des textes magnifiques sur l'appel du général de Gaulle. Des poètes qui, toujours, prononcent la parole essentielle, la parole existentielle. Ces deux poètes sont Pierre-Jean Jouve et Marie-Noël. Alors Pierre-Jean Jouve, c'est un grand poète qui d'ailleurs est un ami personnel du général de Gaulle. Il a entendu l'appel du 18 juin. Voilà ce qu'a écrit Pierre-Jean Jouve.
Un très beau texte. La déchirure des nuées après l'orage, le souffle après l'asphyxie, la découverte du continent qui est la raison intérieure, telles sont les images que je trouve pour décrire l'émotion qui souleva alors notre cœur. Minute à jamais inoubliable, minute de siècles et de siècles, c'est quand l'homme reprend conscience que sa lumière d'esprit est la plus vive. La voix avait autant de pureté et d'authenticité que la pensée. La voix et la pensée avaient la même transparence française. L'autre poète, c'est Marie-Noël. Marie-Noël qui était liée au général de Gaulle par des sentiments réciproques d'amitié et d'admiration. Alors, le texte de Marie-Noël sur le 18 juin figure dans un livre dont le titre est Notes intimes, qui est un livre majeur de la poétesse, un chef-d'œuvre de notre littérature, livre qui d'ailleurs a été traduit en anglais, il faut le savoir, par le professeur Howard Sutton, qui était un universitaire américain, et livre publié aux USA en 1968 avec un immense succès. Le texte de Marie-Noël est absolument sublime. Je cite. « Dans cette guerre, ignoble par tant d'aspects, une minute magnifique, une minute entre les plus hautes de la grandeur humaine. À Londres, le 18 juin 1940, un homme seul, sans soldats, sans armes, sans ressources, il est la France et il espère. En face de lui, un homme d'État responsable des destinées d'un immense empire. Il est la Grande-Bretagne et il croit. Il croit là où rien n'apparaît que la faiblesse. Il croit là où rien n'est montré qu'une puissance d'âme. Il donne sa foi à l'espérance de l'autre. L'autre, la France, à cette heure, n'a rien à lui proposer que cet espoir qui ose tout entreprendre. Et lui, la Grande-Bretagne, sur cet espoir, ose tout risquer. Le grand empire et l'homme seul signent ensemble, ce jour-là, le plus sublime traité qui ait jamais été conclu dans toute l'histoire. Le traité de l'espérance et de la foi qui rassemble à deux mains unies la toute-puissance spirituelle du miracle. Alors, un miracle peut-être, mais qui a exigé de la part du général de Gaulle des ruptures dont on ne doit pas sous-estimer le déchirement enduré. Les ruptures du général de Gaulle. Pour assumer la France, le général de Gaulle doit assumer des ruptures radicales. Dans ses mémoires, le général écrit « Devant le vide effrayant du renoncement général, ma mission m'a paru d'un seul coup, claire et terrible. En ce moment, le pire de son histoire, c'était à moi d'assumer la France. » Alors, pour appeler sa patrie à se relever, de Gaulle doit franchir le pas de la désobéissance. De Gaulle entre en rupture. Une rupture absolue avec la discipline militaire. Une rupture radicale avec l'ordre établi auquel il a appartenu en tant que sous-secrétaire d'État dans le gouvernement présidé par Paul Reynaud. Une rupture avec les siens, avec l'armée. Un déchirement, forcément. De Gaulle assume son destin, qu'il identifie au destin de la France. Alors, ce moment d'un grand déchirement pour le général, ce moment de grande rupture, on en a un témoignage très court, c'est-à-dire que c'est un dialogue entre De Gaulle et Malraux, de longues années après donc la guerre. Un jour, Malraux demande au général de Gaulle « Mais mon général, vous ne vous êtes pas beaucoup étendu fidèlement sur ce que vous avez ressenti vraiment en profondeur, sur un plan humain aussi, dans ces moments de rupture. » Et à ce moment, De Gaulle se tourne vers Malraux et lui dit « Mais Malraux, ce fut épouvantable. » De Gaulle, dans ses mémoires, écrit « Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendrait franchir à la nage. Quant à moi qui prétendais gravir une pareille pente, je n'étais rien au départ. À mes côtés, pas l'ombre d'une force, ni d'une organisation. En France, aucun répondant et aucune notoriété.
à l'étranger ni crédit ni justification, mais ce dénuement même me traçait ma ligne de conduite. Alors à Londres, De Gaulle, c'est l'incarnation de l'honneur irréductible, c'est la voix du primat de la dignité humaine. Alors qu'à Vichy, De Gaulle est condamné, il est condamné par le gouvernement du maréchal Pétain. Les 18 et 19 juin, le gouvernement du maréchal Pétain désavoue le général de Gaulle et lui donne l'ordre à 2 reprises de regagner la France. Le 22 juin, la promotion au grade de général de brigade à titre temporaire est annulée. Le 23 juin, de Gaulle est mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire. Le 4 juillet, le tribunal militaire condamne le général de Gaulle à une peine de 4 ans de prison pour refus d'obéissance. Et le 3 août, le tribunal militaire siégeant à Clermont-Ferrand condamne par contumace le général de Gaulle à la peine de mort, à la dégradation militaire et à la confiscation de ses biens. Le 22 juin, nous le savons, c'est la signature de l'armistice franco-allemand à Rotonde. Le régime de Vichy s'engage dans la voie de la collaboration. Le 10 juillet, la Chambre des députés réunie à Vichy remet tous ses pouvoirs au maréchal Pétain. Le 3 octobre, Vichy décrète un statut des Juifs qui les exclut des professions liées à l'État. Et le 24 octobre, le maréchal Pétain rencontre Hitler à Montoire. Alors, dans ce drame de l'effondrement du pays, dans cette tragédie, l'espoir va toutefois renaître. Comment l'espoir va renaître? Eh bien, il va renaître à partir de la jeunesse. Et c'est ce que j'appellerais la promesse de l'aube, pour reprendre une expression de Romain Gary. L'aube de l'espérance, elle est donnée par les premiers Français libres qui répondent à l'appel du général. Cet appel du 18 juin, le plus grand fait révolutionnaire de notre histoire, selon Bernanos, qui déclare « Le 18 juin 1940 est ce jour où un homme prédestiné, que vous l'eussiez choisi ou non, qu'importe, l'histoire vous le donne, a d'un mot qui annulait la déroute, maintenu la France dans la guerre. » Or, ces premiers Français libres, on peut dire qu'ils ont choisi l'honneur du combat contre le déshonneur de l'armistice. Alors, parmi les tout premiers volontaires qui se présentent à De Gaulle, à Seymour Grove, il y a Christian Fouché. Alors, qui est Christian Fouché? C'est un jeune de 28 ans. Son aventure est exemplaire par sa détermination farouche. Christian Fouché, le 17 juin, est à Bordeaux, où il termine un stage d'observateur aérien, donc à Mérignac. Et il entend, le 17 juin 1940, le discours du maréchal Pétain annonçant l'armistice. Insupportable pour Christian Fouché, insupportable. 2 heures à peine après avoir écouté ce discours du maréchal Pétain, Christian Fouché s'échappe de la base aérienne de Mérignac à bord d'un avion anglais et gagne Londres. Il part tout de suite. Et alors, 2 jours après, le 19 juin, donc Fouché arrive le 17 juin à Londres. Il n'a pas évidemment écouté l'appel du général qui intervient le lendemain, le 18 juin. Non, c'est une réaction instinctive. Le 19 juin, il est à Londres et, par hasard, Christian Fouché découvre dans la presse londonienne le texte de l'appel du général, car le texte du 18 juin a été effectivement retranscrit dans plusieurs journaux anglais et qui sont parus à Londres donc le 19 juin. Fouché lit cet article, ce texte, et il est aussitôt évidemment enthousiasmé. Il cherche immédiatement comment rencontrer le général de Gaulle, qu'il ne connaissait pas, ce général inconnu, comment le joindre. Christian Fouché se démène, arrive à trouver l'adresse où habite le général de Gaulle, dans ce petit appartement de Seymour Grove, et Christian Fouché se présente au général de Gaulle en début d'après-midi du 19 juin. Et Christian Fouché témoignera des années plus tard de cette rencontre, dans une phrase magnifique. Dans cette pièce d'un petit appartement londonien, devant cet homme absolument seul, jamais je n'avais vu à la France un aussi pur visage. Jamais je n'avais vu à la France un aussi pur visage. Parmi les premiers Français libres, parmi les premiers volontaires, il y a bien sûr, c'est très connu,
et c'est les marins de l'île de Sein. Alors fin juin, début juillet 1940, 124 sénants, tous les hommes valides de l'île de Sein débarquent au péril de leur vie pour la Grande-Bretagne. Le plus jeune de ces marins de l'île de Sein n'a que 14 ans. Alors rassemblés à Londres, ensuite avec 300 autres volontaires, De Gaulle rencontre donc tous ces jeunes. 300 volontaires plus la centaine de sénants, ce qui fait 400. Pourquoi je dis ça? Parce que De Gaulle, lorsqu'il les rencontre, d'une boutade, il s'écrie « L'île de Sein, c'est donc le quart de la France ». Cette poignée de volontaires des premiers jours de la France libre, ce sont donc des jeunes, des adolescents, qui ont tout quitté, leur famille, leur lycée, leur université. Des humbles partis de rien, qui instinctivement ont répondu à l'appel de l'honneur. Ils sont résolus, ils ont le goût du risque et de l'aventure. Alors De Gaulle a dressé un très beau portrait moral de ses premiers volontaires. Je cite le général de Gaulle. Ils sont animés d'une fierté nationale aiguisée jusqu'à l'extrême par le malheur de la patrie. Une élite partie de rien et qui devait peu à peu grandir au point d'entraîner derrière elle toute la nation et tout l'Empire. Alors l'âge moyen de ces jeunes, ces premiers volontaires, c'est 22 ans. Ce qui fait qu'une très forte proportion, parmi ces jeunes, 40% des premiers Français libres, sont mineurs au moment de signer leur engagement. Certains même mentent d'ailleurs pour pouvoir signer leur engagement. Ils ont témoigné après la guerre. Une proportion non négligeable de ces volontaires, 5%, ont moins de 17 ans au moment de l'engagement. Alors pour encadrer les plus jeunes volontaires, qu'il est impossible d'envoyer bien sûr tout de suite dans les unités combattantes, la France libre va créer, dès septembre 1940, une structure qui deviendra l'école des cadets de la France libre. D'abord implantée à Roeckmüller, dans le Surrey, l'école militaire des cadets est fondée en février 1941 et installée dans la Public School de Bewdley. C'est le Saint-Cyr de la France libre. À la Libération, d'ailleurs, le général de Gaulle rendra un hommage extrêmement émouvant aux cadets de la France libre. Je cite le général de Gaulle. « Les cadets, parmi les Français libres, ces jeunes furent les plus généreux, autrement dit les meilleurs. Par les efforts et les sacrifices de leurs 5 glorieuses promotions, Libération, Bir Hakeim, Fezzan et Tunisie, Corse et Savoie, 18 juin, ces bons fils ont de toute leur force servi la patrie en danger, mais aussi, dans son chagrin, au pire jour de son histoire, ils ont consolé la France. » C'est magnifique. Alors, en ce qui me concerne, je serais tenté d'ajouter un codicille à la lettre du général de Gaulle. Ce codicille serait « Et aussi, dans son chagrin et sa solitude, ils ont consolé le général de Gaulle. » De Gaulle est touché par l'ardeur de tous ces jeunes enthousiastes pour combattre l'ennemi et libérer la patrie. Des jeunes qui, pour certains, iront jusqu'au sacrifice de leur vie. Sur les 280 élèves formés à l'école des cadets, entre 1940 et 1944, 55 sont morts pour la France. Le premier sera tué le 11 octobre 1943. Parmi ces 55 cadets morts pour la France, l'un d'entre eux n'avait pas 19 ans, 6 n'avaient pas 20 ans quand ils tombèrent à leur poste de chef de section face à l'ennemi. Alors on peut citer quelques exemples de quelques jeunes de cette école des cadets qui sont morts pour la France. Je pense par exemple à Guy Robert Pierrepont, évadé de France sur un bateau de pêche. Il débarque en Angleterre dès le 19 juin 1940. Il n'a pas 15 ans. Il fait partie de la première légion de jeunes volontaires français, stationnés d'abord au camp de Brimbach, au Pays de Galles. Il intègre l'école militaire des cadets en février 1941. Grâce à une dispense spéciale du général de Gaulle, il peut contracter un engagement officiel dans l'armée. Et on est là le 1er novembre 1942. Ce jeune combattra notamment en Syrie, où il sera tué le 8 juin 1945. Ainsi mourut un des tout premiers jeunes compagnons du général de Gaulle. Il n'a pas 20 ans. Un autre jeune cadet, qui s'appelait Jean-Claude Camor, à sa sortie de l'école des cadets, il est affecté au BCRA. Le BCRA qui est le Bureau central de renseignement et d'action, donc ce sont les services secrets de la France libre. Jean-Claude Camor est parachuté en France
et il monte rapidement un réseau d'évasion d'aviateurs alliés. Donc en 1943, grâce à son action, une soixantaine d'aviateurs alliés seront évacués de la Bretagne vers l'Angleterre. Jean-Claude Camors décède le 11 octobre 1943. Il a 24 ans. Il sera nommé compagnon de la Libération à titre posthume le 4 mai 1944. Alors, fin juin 1940, avec l'arrivée d'un nombre croissant de volontaires, il faut trouver des bureaux pour s'organiser, orienter les nouvelles recrues. Alors le 23 juin 1940, la France libre s'agrandit. Donc De Gaulle quitte le petit appartement de Seymour Grove pour un espace un peu plus grand, mais de piètre allure. La France libre s'installe dans un bâtiment décrépit, quelques pièces rudimentaires à St. Stephen's House. Des locaux vraiment presque misérables sur Victoria Embankment, au bord de la Tamise. Le 24 juillet 1940, nouveau déménagement à Carlton Gardens, près de St. James Park, dans des locaux là tout à fait convenables et fonctionnels, au numéro 4 de Carlton Gardens, qui sera donc le quartier général de la France libre durant les 4 années de la guerre. Et d'ailleurs, avec l'arrivée croissante dans la suite d'autres volontaires, des services seront d'ailleurs disséminés donc, dans d'autres adresses dans Londres, South Kensington, St. James Square, Westminster House, Hill Street, Dolphin Square. Le BCRA, par exemple, qui est le bureau central de renseignement et d'action, c'est des services secrets de la France libre, dirigé par André de Wavrin, plus connu sous le nom de colonel Passy, est implanté à Duke Street. Mais Carlton Gardens reste et restera donc le quartier général opérationnel sur lequel flottera pendant les 4 années de la guerre le drapeau français. Alors, la faiblesse des moyens de la France libre n'altère jamais la confiance des Free French. Une confiance, il faut le dire, renforcée par la bienveillance des Britanniques. Après son premier appel à la résistance, le 18 juin, De Gaulle prononce plusieurs autres discours sur les ondes de la BBC, par lesquels il exhorte les Français à le rejoindre pour continuer le combat. Alors, il s'exprime ainsi à la radio le 19 juin, le 22 juin, le 26 juin, le 28 juin. Mais il faut bien dire que dans cette période, les volontaires ne sont pas encore très nombreux. Mais De Gaulle et ses premiers volontaires ne se découragent pas. Jusqu'à la fin de 1940, pratiquement aucune personne de renom n'a rejoint De Gaulle à Londres. Pas un ambassadeur, pas un directeur de ministère, pas un ministre plénipotentiaire, pas un préfet, aucun notable, les élites invisibles. Quelques personnalités seulement, un nombre infime, civils et militaires, rejoignent alors De Gaulle, le général Catroux, le professeur René Cassin, éminent juriste, Gaston Palevski, Georges Thierry d'Argentlieu, le général Paul Le Gentilhomme, le vice-amiral Muselier, bien sûr, René Pleven, Claude Essay-de-Bois-Lambert, Georges Boris et quelques autres. En revanche, les fonctionnaires et les diplomates affectés à Londres à ce moment-là, eux demandent à être rapatriés en France. Le 14 juillet 1940, c'est donc la célébration de la fête nationale. C'est un moment extrêmement émouvant. Il y a un défilé qui a lieu donc, de Whitehall à Victoria Station. C'est un moment emblématique, très émouvant. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est donc la première manifestation de la France libre. Moins de 500 hommes, dont la moitié sont en uniforme, défilent depuis le cénotaphe de Whitehall jusqu'à la statue du maréchal Foch qui est située près de Victoria Station. Le général de Gaulle passe en revue les premiers éléments de la France libre. Ces jeunes volontaires, unis derrière leur chef, sont chaleureusement acclamés par le peuple anglais, venu nombreux pour les applaudir. À ce moment, à la fin du défilé, le général dépose une gerbe de fleurs au pied de la statue du maréchal Foch. Sur cette gerbe est seulement inscrite la mention « Les Français libres ». Londres, qui est la capitale de l'Angleterre et du Royaume-Uni, est devenue donc également, nous le savons, la capitale de la France libre. À la fin de ce défilé, il y a un moment extrêmement émouvant. De Gaulle, très ému, à la fin de la cérémonie militaire, entonne la Marseillaise. Et on sait par des témoignages de ses premiers compagnons, ceux qui étaient auprès de lui, là, tout près à ce moment, à quelques mètres de lui, ont remarqué des larmes couler sur son visage. Ce jour-là, De Gaulle n'a pas pu rester impassible. À la radio de Londres, il déclare
sur ce 14 juillet. Si donc le 14 juillet 1940 est un jour de deuil pour la patrie, ce doit être en même temps une journée de sourde espérance. Oui, la victoire sera remportée, et elle le sera, j'en réponds, avec le concours des armes de la France. Alors ce même 14 juillet 1940, dans l'après-midi, et là aussi c'est très émouvant, quelques dizaines de jeunes volontaires qui ont répondu à l'appel du général et qui sont arrivés dans les jours précédents, dans les semaines précédentes, défilent eux aussi dans les rues de Londres, habillés en civil, sous les applaudissements des Anglais. Durant ces premiers mois de juin-juillet 1940, les dissidents civils de Londres sont encore en petit nombre. Les dissidents militaires, eux aussi, sont peu nombreux. Les militaires de l'armée de terre qui se sont ralliés reçoivent une formation dans le camp d'entraînement qui est implanté à Camberley. Alors Camberley est une ville située dans le Surrey, au sud de Londres. Le lieutenant-colonel Louis Renoir commande cette école qui forme des officiers et des sous-officiers pour l'infanterie, la cavalerie, les chars, l'artillerie, le génie, le train. Alors, il faut noter que Camberley a été pendant toute la durée de la guerre la base principale de la France libre. De Gaulle s'est rendu à plusieurs reprises à Camberley, notamment le 21 octobre 1942, pour inspecter les unités des forces françaises libres à l'entraînement. Pour la marine, au 15 juillet 1940, 900 marins, dont 30 officiers d'actifs, ont rejoint de Gaulle. Pour l'armée de l'air, au 30 juin 1940, 200 aviateurs, officiers, sous-officiers et élèves pilotes ont gagné l'Angleterre. Une dizaine de pilotes de chasse expérimentés participent d'ailleurs, dans le cadre de la Royal Air Force, à la bataille de l'Angleterre. Alors, la France libre est à Londres, mais l'Angleterre est un pays, certes, allié, ami, mais c'est une terre étrangère. Pour le général de Gaulle, il est important, essentiel, de s'implanter sur une terre française. Et ce sera donc, évidemment, l'Afrique française libre, qui va devenir la base de la souveraineté nationale. Pour de Gaulle, c'est d'abord en Afrique que s'incarnera la France libérée. C'est pourquoi le ralliement de l'Afrique équatoriale française, l'AEF, à la fin du mois d'août 1940, est capital. 3 dates. Le 26 août 1940, le Tchad, sous l'autorité de son gouverneur, Félix Éboué, rejoint la France libre. Le 27 août 1940, Leclerc obtient le ralliement du Cameroun. Le 28 août 1940, le Congo-Brazzaville se rallie à la France libre grâce à l'action du colonel de l'Armina. Donc ces ralliements de l'Afrique équatoriale française ont une portée politique considérable. L'Afrique française est désormais une base de souveraineté nationale. Car, je le répète, l'Angleterre, d'où le général de Gaulle a lancé son appel à la résistance, est un pays allié, généreux pour le général, mais il n'en reste pas moins un pays étranger. Désormais, de Gaulle va pouvoir s'exprimer sur une terre française. Alors si l'AEF s'est rallié dans de très bonnes conditions, facilement, il n'en est pas de même pour l'AOF, l'Afrique occidentale française. La tentative de ralliement devant Dakar, les 23, 24 et 25 septembre 1940, échoue. C'est un échec dramatique pour les troupes britanniques et françaises libres. Alors cette déconvenue est terrible pour le général de Gaulle, elle l'affecte profondément. Dans ses mémoires de guerre, le général dira son désarroi. « Les jours qui suivirent me furent cruels. J'éprouvais les impressions d'un homme dont un séisme secoue brutalement la maison et qui reçoit sur la tête la pluie des tuiles tombant du toit. » Le général de Gaulle, bon, certains témoins l'ont exprimé ainsi, était au bord du désespoir. Le chef de la France libre, en revanche, est reçu triomphalement lors de son arrivée à Douala, au Cameroun, le 8 octobre 1940. Après un séjour au Tchad, il s'installe à Brazzaville le 24 octobre. La capitale de l'Afrique équatoriale française, de l'AEF, devient alors la capitale de la France libre le 26 octobre 1940. C'est à Brazzaville que de Gaulle signe les premiers textes qui organisent la France libre. Le 27 octobre 1940, il lance un manifeste annonçant la création du Conseil de défense de l'Empire. Le 16 novembre 1940, date très importante, il signe la déclaration organique
au nom du peuple et de l'Empire français, par laquelle il affirme l'illégalité et l'inconstitutionnalité du gouvernement de Vichy et institue par ordonnance l'ordre de la libération. En outre, soucieux de doter la France libre d'une voix qui lui soit propre, De Gaulle demande en octobre 1940 à une équipe de journalistes de fonder à Brazzaville un service d'information en Afrique française libre, et c'est la naissance de Radio Brazzaville. D'ailleurs, le général s'exprimant à cette radio Brazzaville le 26 octobre 1940 déclare « Français libres, à présent, la France, c'est nous, l'honneur de la France est dans nos mains, à nous la flamme des aïeux, à nous l'enthousiasme dans l'ordre et la discipline, à nous la foi et la force, en avant ». La France libre, ensuite, va évoluer vers la France combattante. Le 24 septembre 1941, le général signe une ordonnance portant organisation des pouvoirs publics de la France libre, instituant un comité national français et réorganisant le Conseil de défense de l'Empire. En mars 1941, les groupes de résistants en zone sud commencent à se structurer en mouvement. Combat animé par le capitaine Freinet, Libération avec Emmanuel Dastier de la Vigerie, et Franc-Tireur avec Jean-Pierre Lévy. Donc, durant l'été 1941, des liens s'approfondissent entre la France libre et la résistance intérieure. Le 25 octobre 1941 est une date extrêmement symbolique et emblématique. Pourquoi? Parce que Jean Moulin vient à Londres et rencontre ce jour-là le général de Gaulle à Carlton Gardens. Jean Moulin, qui sera le représentant du général de Gaulle, il sera le délégué du Comité national français pour la zone sud, et il a pour mission de réaliser dans cette zone l'unité d'action de tous les éléments qui résistent à l'ennemi et à ses collaborateurs. Notons que le 11 novembre 1942, les Allemands occupent la zone libre. Et donc, le 14 juillet 1942, je le disais il y a un instant, la France libre devient la France combattante. Alors, ce changement d'appellation marque le rassemblement des Français libres et des résistants de l'intérieur. Les Français libres qui, à ce moment, sont d'environ 70 000 hommes. Le 14 juillet 1942, c'est le défilé à Londres pour la fête nationale et qui prend la forme là d'une apothéose. Les Londoniens sont venus très nombreux. Le général de Gaulle va prononcer à Londres plusieurs discours importants dans une grande salle qui s'appelle le Royal Albert Hall. L'Albert Hall est un lieu vraiment emblématique de la France libre. Le 11 novembre 1942, de Gaulle prononce un magnifique discours à l'Albert Hall. C'est un moment où les Alliés tiennent le général à l'écart. Et paradoxalement, la position politique et morale du général n'a jamais été aussi forte. De Gaulle apparaît plus que jamais comme l'âme de la France qui résiste. Alors on va écouter maintenant un très court extrait de ce discours prononcé donc le 11 novembre 1942 à l'Albert Hall. Le ciment de l'unité française, c'est le sang des Français qui n'ont pas, eux, accepté l'armistice, qui, malgré Rotonde, continuent à mourir pour la France, de ceux qui n'ont pas voulu connaître, suivant le vers de Corneille, la honte de mourir sans avoir combattu. Oui, c'est le sacrifice total de certains pour le salut de tous qui rassemble toute la patrie. Voilà, donc le général de Gaulle vient de définir le ciment de l'unité française. Alors, le général de Gaulle a prononcé 3 discours donc très importants à l'Albert Hall. Alors, outre le discours du 11 novembre 1942, dont on vient d'écouter un extrait, de Gaulle a prononcé 2 autres discours très importants, le 15 novembre 1941 et le 18 juin 1942. Alors, aussi un court extrait du discours du 15 novembre 1941, dans lequel donc, de Gaulle exprime sa gratitude à l'égard de l'Angleterre. Je cite, « C'est qu'en effet, l'Angleterre a eu l'incomparable mérite et le magnifique courage de faire face, seul, au destin
quand il était le plus menaçant, et qu'en outre ce grand peuple, qu'on taxe parfois d'un certain manque d'imagination, n'en a pas moins discerné aussitôt par l'esprit et le cœur d'un Churchill qu'une poignée d'évadés français avaient emporté avec eux l'âme éternelle de la France. Dans le discours du 18 juin 1942, De Gaulle exprime la passion de la France, aussi un très court extrait, « Et parce que rien de grand ne se fait sans la passion, la grande œuvre à laquelle le devoir nous a voués exige la passion de la France. » Dans cette période, la priorité du général de Gaulle, bien sûr, c'est arriver à l'unification de la résistance. Alors en 1942, Jean Moulin, coordonnateur de la résistance, a accompli avec succès sa mission. Fin 1942, les trois principaux mouvements de la zone sud, combat, libération et francs-tireurs, reconnaissent l'autorité politique et militaire du général de Gaulle. C'est le moment de la création de l'armée secrète, qui est commandée par le général Delestraint. Il s'agit de coordonner les actions militaires de la résistance. Début 1943, il y a la constitution des mouvements unis de résistance, le MUR, qui est la fusion de combat, libération et francs-tireurs. Jacques Baumel est désigné pour être le secrétaire général des MUR. Le 15 mai 1943, date extrêmement symbolique, Jean Moulin adresse un message au général de Gaulle, l'informant que le Conseil national de la résistance, le CNR, est constitué. Le 27 mai 1943, c'est la première réunion à Paris du Conseil national de la résistance. En ce qui me concerne, je ne passe jamais à Paris dans ce quartier du lieu de la première réunion du CNR sans penser à Jean Moulin et à ses résistants. Rue du Four. De Gaulle est conforté comme l'unique chef de la résistance. Dans ses mémoires, il écrit « J'en fus à l'instant même plus fort, tandis que Washington et Londres mesuraient sans plaisir, mais non sans lucidité, la portée de l'événement. » Le 31 mai 1943, De Gaulle arrive à Alger. Le 14 juillet 1943, De Gaulle célèbre la fête nationale au milieu d'une immense ferveur à Alger. De Gaulle témoignera de cette ferveur dans ses mémoires de guerre. Je cite le général de Gaulle. Le 14 juillet, c'est Alger, capitale de l'Empire et de la France combattante, qui offrit la démonstration de la renaissance de l'État et de l'unité nationale recouvrée. La traditionnelle prise d'armes revêtait le caractère d'une espèce de résurrection. Alors le 9 novembre 1943, De Gaulle remanie le CFLN, qui est le Comité français de libération nationale, dont il devient le seul président. Le 21 juin 1943 est une date dramatique, puisqu'il s'agit du jour de l'arrestation de Jean Moulin à Caluire. Caluire qui est dans la banlieue de la ville de Lyon. Jean Moulin arrêté et torturé à mort par la Gestapo. De Gaulle, dans ses mémoires, d'une phrase, il a écrit un peu plus sur Jean Moulin, mais d'une phrase magnifique, « Jean Moulin rempli jusqu'au bord de l'âme de la passion de la France ». Alors, le 19 décembre 1964 a lieu à Paris la cérémonie du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, cérémonie présidée par le général de Gaulle, avec donc un discours prononcé par André Malraux, un discours extraordinaire, peut-être le plus grand discours de la République française, dont on va écouter maintenant un extrait. À la fin de son discours, André Malraux s'adresse à la jeunesse de France. Je disais, écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans, puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant. Ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et des bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg.
Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les Misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Comment ne pas être ému en profondeur en écoutant ce discours? Alors, j'ai cité Marie-Noël tout à l'heure, la poétesse Marie-Noël, qui elle aussi a été bouleversée par ce discours d'André Malraux. Dans une lettre envoyée à un de ses amis, Raymond Escolier, peu de jours après donc ce discours d'André Malraux, Marie-Noël témoigne également de son émotion. Je cite Marie-Noël. Malraux, j'ai entendu passer en moi-même le cortège nocturne de Jean Moulin, une inspiration sublime. J'aurais voulu suivre, aveugle, cette marche prodigieuse dans les ténèbres. Je l'ai suivie, j'ai veillé. Et le lendemain matin, j'ai écouté passionnément à mon poste le discours de Malraux. Et tout à coup, un sanglot profond m'a secoué la poitrine, m'a rempli les yeux de larmes, moi qui ne me rappelle pas avoir jamais pleuré. Que m'arrivait-il? Que m'arrivait-il? Il m'arrivait que le génie de la France avait passé, que Malraux venait de clamer dans le vent glacial l'épopée de la Résistance, en paroles sublimes, comme les laisses de la chanson de Roland, et que, dans ce panthéon, bien plus que devant un Rousseau ou un Voltaire, je suis resté agenouillé devant cette pincée de cendres, ce rien du même prix sacré qu'eût été à Rouen, retiré de la Seine, si on avait pu, le cœur de Jeanne d'Arc. Jeanne, Jean Moulin, le cœur de la France. Malraux l'a porté ce jour-là dans sa poitrine. On peut imaginer la joie de Jean Moulin à la libération du premier territoire métropolitain. On oublie trop souvent que la Corse a été le premier territoire métropolitain à se libérer en septembre 1943. Le général de Gaulle se rend en Corse donc du 5 au 8 octobre 1943. Il prononce un discours à Ajaccio le 8 octobre 1943 dans lequel il parle de la marée d'enthousiasme national qui nous soulève tous aujourd'hui. Alors, parmi les martyrs corses qui ont préparé la libération de la Corse, on ne peut pas ne pas citer un compagnon de la libération, Fred Scamaroni. Fred Scamaroni, âgé de 25 ans, répond à l'appel du général de Gaulle très tôt. Il rejoint Londres dès le 24 juin. Il s'engage immédiatement dans les forces françaises libres. Il est affecté d'emblée au BCRA, donc le Bureau central de renseignement et d'action, avec le grade de capitaine. Il effectue différentes missions et travaille également à un grand projet de libération de la Corse qui est approuvé par le général de Gaulle lui-même. Alors Fred Scamaroni, le 7 janvier 1943, est débarqué clandestinement par un sous-marin aux environs d'Ajaccio. Sa mission, donc, unifier la résistance insulaire et préparer la libération. Alors que son réseau est en pleine activité, Fred Scamaroni est arrêté le 19 mars 1943. Soumis à des tortures effroyables, il ne dit rien à ses bourreaux. Ramené dans sa cellule de la citadelle d'Ajaccio, plutôt que de risquer de parler, il se suicide, en laissant un message, un ultime message, écrit avec son sang. Ce message est le suivant: « Vive la France, vive de Gaulle ». Il décède le soir même du 19 mars 1943, sans avoir rien dévoilé de sa mission.
Le 3 juin 1944, le CFLN devient le gouvernement provisoire de la République française, présidé par le général de Gaulle. Ce même 3 juin 1944, de Gaulle quitte Alger pour rejoindre Londres sur l'invitation de Churchill. Le 4 juin, donc, se déroule un entretien entre Churchill et de Gaulle sur le débarquement. C'est à ce moment que Churchill évoque les détails, l'organisation du débarquement allié en Normandie, qui, nous le savons tous, a lieu le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. Alors de Gaulle prononce à la radio de Londres, le 6 juin 1944, un discours superbe, l'un de ses plus beaux discours peut-être. Le commencement de ce discours, le voici. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de la France et c'est la bataille de France. Le général de Gaulle conclut son discours ainsi. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus dans la nation, dans l'empire, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur. Ce discours, Churchill l'écoute en direct, si je puis dire, entouré de plusieurs de ses ministres. En écoutant ce discours du général de Gaulle, Churchill pleure. À ce moment, un ministre surpris se tourne vers son Premier ministre et, interloqué, demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Churchill dit à son ministre « Vous n'avez donc pas de sensibilité ?» Le 13 juin 1944, de Gaulle s'embarque à bord du contre-torpilleur La Combattante, à destination de la France. Et le 14 juin 1944, le général débarque non loin de Courseulles, puis gagne Bayeux, où il prononce sa première allocution en terre française libérée. Ce jour-là, il installe le premier commissaire de la République. Nous savons aussi que le 15 août 1944, c'est le débarquement de la première armée française en Provence. Paris, la libération de Paris, Paris libéré. Alors le 25 août 1944, c'est la libération de Paris. De Gaulle s'installe au ministère de la Guerre. Dans l'après-midi, donc de ce 25 août 1944, de Gaulle se rend à l'hôtel de ville où il prononce une allocution. Le lendemain, le 26 août 1944, après le défilé triomphal sur les Champs-Élysées, le général de Gaulle se rend à Notre-Dame. Alors a lieu là un moment assez incroyable que l'on pourrait intituler la fusillade à Notre-Dame. Le général de Gaulle est accueilli sur le parvis de Notre-Dame par Raymond Bruckberger, prêtre dominicain, résistant intrépide, l'aumônier des FFI, les Forces françaises de l'intérieur, et qui d'ailleurs était l'ami d'Albert Camus. Alors que de Gaulle entre dans la cathédrale, des fusillades éclatent dans la nef. Le général ne s'arrête pas. Il marche, indifférent aux coups de feu, jusqu'au cœur de Notre-Dame. Autour du général, une foule nombreuse. Au moment de la fusillade, tout le monde se couche, s'abritant derrière les chaises. Seul de Gaulle reste debout. Il demeure impassible au milieu des rafales de mitraillettes. Alors le clergé entonne le Magnificat. De Gaulle reprend l'hymne sacré, imperturbable dans la fusillade. Alors nous avons un témoignage sur ce moment incroyable, c'est le témoignage de Vladimir d'Ormesson, qui est présent vraiment, donc, et tout près du général, comme on va le voir à la lecture de ce texte très court. Je cite Vladimir d'Ormesson. « La première vision que j'ai eue du général de Gaulle, c'était le 26 août 1944, à Notre-Dame de Paris. Je me trouvais à 5 mètres de lui, à côté du chœur, pendant cette dramatique cérémonie où les mitraillettes remplaçaient les orgues. Je le regardais avec une sorte de passion. Il se tenait très droit, parfaitement calme, tandis que, venus on ne sait d'où, les coups de feu claquaient,
remplissait de vacarme les voûtes augustes. Le clergé entonna le Magnificat, le général de Gaulle reprit l'hymne sacré à pleine voix. Tous nous chantions, j'allais dire nous hurlions, dans un mélange de joie, de colère et de foi. Ah, ce fut le plus prodigieux Magnificat que j'ai jamais chanté dans ma vie. Quelques jours après, donc le 31 août 1944, le gouvernement provisoire s'installe à Paris. Le 23 octobre 1944, le gouvernement provisoire que le général de Gaulle préside est reconnu par les États-Unis, l'Angleterre et l'Union soviétique. Et de Gaulle obtient des alliés que la France est une zone d'occupation en Allemagne. En cette libération du territoire, on ne peut pas ne pas évoquer, bien sûr, Strasbourg, la libération de Strasbourg. Le 25 novembre 1944, la 2e division blindée reprend Strasbourg au terme d'une opération fulgurante menée par Leclerc à travers les Vosges. Alors, après la chute de la citadelle de Koufra, le 1er mars 1941, Leclerc avait fait le serment de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs flotteraient à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Alors, je cite le général Leclerc, de Gaulle avait une profonde admiration pour Leclerc. Il lui a rendu plusieurs hommages vibrants, très émouvants. Voici 2 hommages très courts. Le général de Gaulle dit « L'épopée de Leclerc, c'est pour toujours une des plus belles pages de notre histoire. » Une autre citation du général de Gaulle, pardon. « Enfants de France, rêvez d'être un jour des Leclerc, apprenez ce que vaut une libre volonté française. » Magnifique. Le 4 mai 1945, la division Leclerc atteint Berchtesgaden. Et le général de Gaulle avait promis que la France serait à la table des vainqueurs. Elle l'est effectivement. Le 8 mai 1945, de Gaulle impose la présence du général Delattre de Tassigny à Berlin, la cérémonie qui marque la victoire du camp de la liberté. Durant ces années de guerre, ces épreuves très dures, ces sacrifices, ces morts, ces tortures, cette résistance, de Gaulle a voulu témoigner d'une estime particulière pour les compagnons de la libération. Les compagnons de la libération qu'il a qualifiés de chevalerie exceptionnelle. Le général avait créé, je l'ai indiqué au début de ma conférence, le 16 novembre 1940 à Brazzaville, l'ordre de la libération. D'ailleurs, on peut noter que sur le diplôme de cette décoration figure République française, honneur et patrie. De Gaulle, effectivement, donc, a créé cette chevalerie exceptionnelle au moment le plus grave de l'histoire de France. Alors, aux obsèques du général, tout le monde a remarqué, donc le 12 novembre 1970, que seuls les compagnons avaient été invités, sa famille, les compagnons et les villageois, les habitants de Colombes et les 2 églises. Le général, dans son testament, avait donc indiqué, plusieurs décennies avant ses obsèques, qu'il ne voulait aucun emplacement réservé pendant la cérémonie, sinon à ma famille, à mes compagnons, membres de l'ordre de la libération et au conseil municipal de Colombey. Autre image émouvante, à l'entrée de l'église, derrière le cercueil recouvert d'un drapeau tricolore, porté par 12 jeunes de Colombey, devant le cercueil marche un saint syrien qui porte un coffret dans lequel se trouve le livre des compagnons de la libération, c'est-à-dire la liste des compagnons de la libération, les noms des 1038 personnes, des 18 collectivités militaires et des 5 communes compagnons que sont Grenoble, Nantes, Paris, l'Île-de-Saint et Vassy-en-Vercors. On ne peut pas ne pas citer les 5 premiers compagnons de la libération qui ont été nommés le 29 janvier 1941. Le capitaine de frégate Georges Thierry d'Argentlieu, qui était le supérieur provincial des Carmes de Paris, Félix Eboué, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, le lieutenant Emmanuel Darcourt, Edmond Popieul, officier de la marine marchande, et Henri Bouquillard, adjudant dans les forces aériennes françaises libres.
Les compagnons se sont illustrés aussi à Bir Hakeim, cette bataille emblématique du 26 mai au 11 juin 1942. Les 3800 combattants de la brigade des forces françaises libres, commandée par le général Koenig, qui tiennent tête à Rommel, dans le désert de Libye, à Bir Hakeim. Alors on peut citer quelques héros de Bir Hakeim, quelques compagnons héros de Bir Hakeim. On pense bien sûr à Pierre Mesmer, à Jean Simon, Hubert Germain, Roger Séférian, Jean Tranat, Pierre Simonet, Félix Broche, Robert Sonal, il faudrait pouvoir tous les citer. De Gaulle a été profondément ému lorsqu'il a appris cette victoire de Bir Hakeim. Il apprend cette victoire donc le 11 juin au soir, il apprend cet exploit de Koenig et il a témoigné dans ses mémoires de son émotion d'une phrase. Je remercie, le général de Gaulle écrit, je remercie le messager, le congédie, ferme la porte, je suis seul. Ô cœur battant d'émotion, sanglots d'orgueil, larmes de joie. Alors il ne reste aujourd'hui qu'un seul survivant parmi les 1038 compagnons de la Libération, 1038, c'est Hubert Germain. Alors Hubert Germain a rejoint le général de Gaulle dès le 24 juin. Il n'a que 19 ans, un héros de Bir Hakeim. Hubert Germain, assurément un exemple d'idéal à proposer aux jeunes. Malraux a écrit « Dans le silence, le dernier compagnon retrouvera le premier compagnon. Dans le silence, le dernier compagnon retrouvera le premier compagnon. » Alors, tout récemment est mort Daniel Cordier, compagnon de la Libération, qui a été un résistant de la première heure à l'âge de 17 ans, qui était le secrétaire de Jean Moulin. Il a été nommé compagnon, lui, le 20 novembre 1944, il n'avait que 24 ans. Donc il est disparu, je le disais récemment, le 20 novembre 2020. Il est décédé donc 76 ans, jour pour jour, après son entrée dans l'ordre de la Libération. 20 novembre 1944, 20 novembre 2020. Alors j'ai eu l'honneur, en ce qui me concerne, d'avoir été invité à participer à un pèlerinage, au pèlerinage annuel des compagnons de la Libération, à Colombey. C'était le 9 novembre 1975, moment très émouvant. Alors je revois Jules Murassiol, compagnon de la Libération, alors secrétaire général de l'Ordre, accueillant chaleureusement ses compagnons à la gare de l'Est, au début du quai, où était stationné le train spécial. Tous les ans, le 9 novembre, les compagnons accomplissaient ce pèlerinage immuable. Donc un train spécial était organisé au départ de la gare de l'Est, destination Bar-sur-Aube, et puis là, les compagnons ensuite rejoignaient Colombey dans des autocars. Bon, ce que j'ai vécu là, ce sont des moments indicibles. Les compagnons devant la tombe du général, extrêmement émouvant. J'avais 25 ans. De Gaulle, c'est la jeunesse. J'ai assisté un jour à une conférence, c'était le 18 juin 1975, où étaient présents Maurice Druon et Maurice Schumann. Et Maurice Druon a prononcé dans son allocution une phrase que je notais aussitôt dans mon petit carnet. « Penser à De Gaulle, c'est toujours penser à un commencement. » Maurice Druon nous a dit ce jour-là, le 18 juin 1975, « Penser à De Gaulle, c'est toujours penser à un commencement. » Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Qu'est-ce que le gaullisme de 1940 ? C'est l'esprit de jeunesse. D'ailleurs, pour se remonter le moral, si je puis dire, De Gaulle rendait visite, quand il était donc à ces jeunes volontaires, à Londres. On a un témoignage de Pierre Lefranc. Pierre Lefranc, cadet de la France libre. Je cite Pierre Lefranc. « En Angleterre étaient arrivés, venant de la métropole et de toutes les parties du monde, de jeunes Français, garçons de 14 à 20 ans, qui se sentaient liés à leur pays et ne concevaient pas de rester spectateurs dans le drame qui se jouait. De Gaulle avait créé à leur intention une école militaire qui en fit des officiers. Quand tout allait mal et qu'il avait besoin d'un retour aux sources, De Gaulle rendait visite à ses cadets. Le désintéressement et la générosité des jeunes, insensibles aux intrigues de Londres, lui redonnaient confiance dans l'absolu. » Magnifique. En juin 1940, à Carlton Gardens, il n'y a que des jeunes autour du général de Gaulle. Le premier compagnon du général, le premier gaulliste, Geoffroy de Courcelles, à 28 ans. La première femme gaulliste, Élisabeth de Miribel,
à 25 ans. Le premier chef de cabinet du général de Gaulle, Claude-Étienne Bois-Lambert, à 34 ans. Le premier des soldats ralliés ayant quitté la France dès le 17 juin, Christian Fouché, à 29 ans. Le porte-parole de la France libre, Maurice Schumann, à 29 ans. L'aide de camp du général, Claude Boucher-Desserolles, à 28 ans. On pourrait évoquer aussi Yves Guéna ou le paradigme du gaullisme adolescent qui a rejoint de Gaulle à l'âge de 17 ans. Yves Guéna rencontre le général de Gaulle pour la première fois le 6 juillet dans cette fameuse salle où se retrouvaient les jeunes volontaires qui s'appelait l'Olympia Hall. Yves Guéna ensuite ira combattre en Égypte, en Libye, en Tunisie, avant de servir à la 2e DB du général Leclerc, en Normandie, en Alsace, en Allemagne. Parcours extraordinaire. Un autre jeune engagé, Robert Colcanap. Dès le 18 juin 1940, il s'embarque pour l'Angleterre. Il n'a que 18 ans. À son arrivée, il est incorporé à la Légion des jeunes volontaires français. Très vite, il s'engage dans les forces aériennes françaises libres. Le sous-lieutenant Colcanap, cité à l'ordre de l'armée, est mort le 11 novembre 1943. Il n'a que 21 ans. Romain Gary, le grand écrivain Romain Gary, ancien commandant du groupe Lorraine, lui a dédié son ouvrage « Éducation européenne » à la première page de son livre. À la mémoire de mon camarade, le Français libre, Robert Colcanap. Autre manifestation de la jeunesse, le 11 novembre 1940, ce que l'on a appelé la manifestation des étudiants à la place de l'Étoile, à Paris. La résistance française a pris ce jour-là le visage de la jeunesse française. Ce sont 5000 jeunes qui ont manifesté sur les Champs-Élysées et la place de l'Étoile, défiant les soldats allemands. La répression des troupes allemandes a été forte. Des étudiants blessés, plus de 1000 arrestations, une centaine de jeunes incarcérés, dont Pierre Lefranc, qui a été l'un des organisateurs de cette manifestation. Quelques jours plus tard, d'ailleurs, le général de Gaulle rendra hommage à ces rebelles du 11 novembre 1940. On est donc dans un discours de la BBC, en évoquant la passion salutaire qui a soulevé les jeunes manifestants. Je cite le général. Cette passion, c'est la fureur, la bonne fureur, la féconde fureur à l'égard de l'ennemi et de ses collaborateurs. C'est cette sainte fureur, celle de Jeanne d'Arc, celle de Danton, celle de Clémenceau, qui nous rend l'espérance, qui nous fait retrouver les armes. Cultivons cette fureur sacrée pour hâter le jour où la force nous fera justice de nos ennemis et de leurs amis de Vichy. Les jeunes encore, aux obsèques du général, ce sont 12 jeunes de Colombais qui portent le cercueil du général de Gaulle à l'entrée de l'église, puis de l'église au cimetière. Aujourd'hui, le cimetière de Colombais, la boisserie de Colombais sont dominés par une croix de Lorraine. J'étais présent à l'inauguration de cette croix de Lorraine le 18 juin 1972. Un grand souvenir des milliers de pèlerins sur la colline, de nombreux jeunes dans le ciel de Colombais, les hélicoptères qui amenaient le président de la République, Georges Pompidou, le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, beaucoup d'émotions. La famille du général réunie au pied de la croix de Lorraine, Madame de Gaulle, Madame Yvonne de Gaulle. Alors, parmi les engagements, il y a une grande diversité. On peut citer quelques exemples d'engagement des poètes, des gendarmes, des écrivains. Parmi les poètes, on peut citer Roger Bernard. Alors, qui était Roger Bernard? C'est un jeune poète qui est entré en résistance dans le maquis dirigé par le capitaine Alexandre. Alors, le capitaine Alexandre, c'est le nom de guerre du grand poète René Char. Arrêté par les Allemands, Roger Bernard refuse de parler. Il demeure obstinément silencieux. Roger Bernard, à ce moment, est fusillé sur place par les Allemands le 22 juin 1944, à l'âge de 23 ans. Alors, René Char décrit ce qu'il appelle l'horrible journée dans son livre, merveilleux livre, livre de chevet, Les feuillets d'Hypnos. C'est un livre exceptionnel. Et dans Pauvreté et privilège, un autre livre de René Char, il a décrit la fin tragique de son compagnon. René Char écrit « C'est durant un aller au PC de Céreste, chargé d'une mission de liaison, qu'il tombe aux mains des Allemands le 22 juin 1944. Il a juste le temps de rouler et d'avaler le message dont il est porteur.
Il est fusillé peu après sur la route, ayant refusé de répondre aux questions qui lui sont posées. Un mûrier et une gare démantelée sont les plus proches témoins de sa mort, avec un paysan qui a rapporté qu'il se tenait très droit, très léger, obstinément silencieux. Alors, avec mon épouse Christiane, nous sommes allés sur cette route de Céreste jusqu'à ce lieu, au pied du mûrier, où Roger Bernard a été abattu, pour lui rendre hommage. L'engagement de gendarmes, on peut citer deux exemples, notamment le sous-officier René Morel et le capitaine Jean Ders. Donc, qui était le capitaine Jean Ders? Affecté en Indochine, au sud, à Cochinchine, il a été un résistant de la première heure. Il refuse la défaite. Dès le mois de décembre 1940, il entre dans le réseau de renseignement Grail, qui fournit des informations aux Britanniques de Singapour. Il établit des relevés des terrains d'aviation japonais en Cochinchine et au Cambodge, et des rapports sur la navigation nippone sur l'embouchure du Mékong et du Bassac. Il rallie à la résistance de nombreux volontaires, en premier lieu les gendarmes qui servent sous ses ordres. Il est en liaison avec les services secrets de la France libre et avec les Alliés. Le 9 mars 1945 a lieu le coup de force japonais sur l'Indochine. La réaction du capitaine de gendarmerie Jean Ders est immédiate. Après avoir été le chef de la résistance civile de l'ouest de la Cochinchine, il en devient le chef de la résistance armée. Avec ses hommes, il passe à l'action. Les ponts s'effondrent en avalanche à partir de ce moment. Le 18 mars 1945, c'est le choc frontal avec l'ennemi. Avec peu de moyens, une quinzaine d'hommes seulement, le capitaine Jean Ders s'oppose sur le canal de Trang Bang à environ 200 Japonais établis sur les deux rives du fleuve. Le capitaine Jean Ders montre un courage exceptionnel dans la bataille. Il est tué d'une rafale de mitraillettes. Le capitaine Jean Ders sera nommé compagnon de la Libération par le général de Gaulle, à titre posthume, le 22 janvier 1946. Un autre gendarme résistant, le gendarme René Morel, martyr de la résistance. Qui est le gendarme René Morel? Il est affecté à la brigade de Mousset à partir de 1940. Le gendarme René Morel est animé par un profond sens du patriotisme. Il affirme dès mars 1941 son esprit résistant en aidant les Alsaciens et les Lorrains qui se soustraient au service du travail obligatoire, le STO. Il va jusqu'à les cacher chez lui ou chez des particuliers. Son engagement, soutenu par les autres gendarmes de la brigade de Mousset, a permis de sauver bon nombre de jeunes Alsaciens et Lorrains, mais également de nombreux prisonniers de guerre évadés d'Allemagne. Alors il prend part notamment, on peut le indiquer cette opération, aux opérations de parachutage du 10 au 13 août 1944. Sont parachutés ces jours-là, des containers d'armement, de munitions, d'équipements, ainsi qu'une dizaine d'hommes du 2e SAS, donc unité des forces spéciales britanniques. Le gendarme René Morel, avec l'ensemble de ses gendarmes, la brigade de Mousset, appuyé avec 150 civils, participe à la réception de ces containers ainsi qu'à leur acheminement. Le 18 août 1944, René Morel est arrêté par les Allemands. Le 23 août 1944, après plusieurs jours d'interrogatoire et de torture, René Morel est déporté au camp de Natzwiller-Struthof, où il meurt sans avoir parlé. Il est mort pour la France. En cette année 2020, la 497e promotion de l'école de gendarmerie de Chaumont a choisi René Morel comme parrain. J'ai évoqué les engagements des écrivains, on peut citer 3 ou 4 écrivains, bien sûr, André Chanson, merveilleux écrivain, qui a écrit cette phrase que je trouve magnifique, « Résister est l'un de ces mots qui a donné sens à nos vies. Résister est l'un de ces mots qui a donné sens à nos vies. » Romain Gary, le merveilleux Romain Gary, compagnon de la Libération, qui, lorsqu'il a participé aux obsèques du général de Gaulle à Colombey, avait tenu à endosser sa tenue d'aviateur de la France libre. Malraux, que je veux déjà citer, Malraux a prononcé un discours, le dernier discours qu'il ait prononcé, c'était le 23 novembre 1975. Il a prononcé ce discours donc en clôture d'un colloque international organisé par l'Institut Charles de Gaulle,
donc c'était 5 ans après la mort du général. J'étais présent pour écouter André Malraux. C'est pour moi un souvenir inoubliable, extrêmement émouvant. Ce discours a eu lieu à la salle à Paris, à la salle des horticulteurs, rue de Grenelle. Et il y avait une centaine de personnes. J'ai écouté, c'était passionné, fasciné, subjugué, André Malraux. C'est le dernier discours d'André Malraux avant sa mort. Nous sommes le 23 novembre 1975. André Malraux est mort le 23 novembre 1976. Je suis allé au cimetière de Verrières-le-Buisson sur la tombe d'André Malraux. Et lorsque je suis allé sur sa tombe, j'ai remarqué que la tombe d'un autre compagnon était à quelques mètres de sa tombe, quasiment en face de celle d'André Malraux. C'était la tombe d'Honoré d'Estienne-d'Orve. Honoré d'Estienne-d'Orve, français libre, héros de la résistance, qui a été le premier officier français fusillé au Mont-Valérien le 29 août 1941. Autre écrivain, Georges Bernanos, l'un de nos plus grands écrivains, le plus gaullien de tous les grands écrivains français. On pourrait parler de Bernanos et de sa participation à la résistance. Il était exilé au Brésil et il n'a cessé d'écrire des articles donc pour la France libre et de mobiliser donc les Brésiliens qui étaient tout à fait favorables à la cause de la France libre, bien sûr. On pourrait évoquer aussi ce moment absolument extraordinaire, un moment extrêmement émouvant, lorsqu'après la guerre, le général de Gaulle a reçu Georges Bernanos chez lui à Colombey, à la Boisserie, et nous savons par les participants à cette rencontre, il y avait Pierre de Gaulle, frère du général, il y avait André Malraux, il y avait Claude Guy, donc aide de camp du général, et on sait par les témoins que le général de Gaulle a tenu à présenter à Bernanos sa fille Anne de Gaulle. Alors de Gaulle, qui nous fascine tellement, où a-t-il puisé cette force inflexible, cette inébranlable volonté, cette assurance invincible qui lui ont permis de faire face? Comment finalement le général de Gaulle a toujours continué d'espérer? Alors on trouve peut-être quelques réponses dans sa correspondance, notamment dans sa correspondance avec sa famille, des éléments qui concernent ce que j'appellerais sa vie intérieure. Alors, une vie intérieure dominée d'abord, nous le savons, par la tendresse, par l'extrême tendresse que le général portait à sa fille, Anne, une enfant trisomique qui est morte à 20 ans. Le général, d'une grande pudeur, ne s'est confié que rarement sur cette épreuve de l'amour et de la souffrance, le plus grand secret de son existence. Alors Marie-Agnès Caillot, Marie-Agnès, donc la sœur du général, a témoigné. Puis vint Anne, l'enfant infirme. Elle avait près de 3 ans quand j'ai été le témoin du chagrin de Charles. Il pleurait en me parlant d'elle. Mais comme je lui demandais s'il ne vaudrait pas mieux la confier à une institution, il me répondit non. Elle n'a pas demandé à vivre, nous ferons tout pour la rendre heureuse. En effet, la pauvre petite Anne a été une enfant très choyée par ses parents. Elle a tenu pendant sa courte existence une grande place dans leur vie. Alors Philippe de Gaulle, le fils du général, a rapporté le témoignage, lui, du père Lenoir. Qui était le père Lenoir? C'était l'aumônier de la division de chars que commandait de Gaulle à la bataille de mai 1940. Et voici ce qu'a écrit Philippe de Gaulle dans l'un de ses livres où il a témoigné. Un jour, au début de la bataille, mon père avait sollicité auprès de lui une messe pour lui-même et pour Anne. Après cette messe, il lui a parlé d'Anne en ces termes. « Pour un père, croyez-moi, monsieur l'aumônier, c'est une grande épreuve. Mais pour moi, cet enfant est aussi une grâce. Elle est ma joie. Elle m'aide à dépasser tous les échecs et tous les honneurs et à voir toujours plus haut. » Dans les dispositions testamentaires du général, le général a émis la volonté de reposer auprès de sa fille comme sous sa protection. Alors, le philosophe Gabriel Marcel, très ému par la mort du général de Gaulle,
a confié ce qu'il avait ressenti profondément le 12 novembre 1970, en ce jour le plus triste. Je cite Gabriel Marcel. « Tout à l'heure, à la télévision, je voyais les grands de ce monde se presser aux portes de Notre-Dame pour rendre un hommage peut-être sans précédent par son caractère d'universalité à l'homme du 18 juin. Et je me sentais bouleversé par le contraste entre cette apothéose et cette volonté explicite de dormir son dernier sommeil, non point aux Invalides ou au Panthéon, mais dans un cimetière de campagne, auprès de l'enfant qui avait eu le meilleur de sa tendresse. Je suis tenté de me demander si ce paradoxe ne projette pas une lumière inattendue sur toute sa personnalité. » Une vie intérieure en communion de prière avec les défunts de sa famille qu'il a aimés et dont il a été aimé. Homme de prière, De Gaulle invoque souvent l'intercession des défunts de sa famille. On en a plusieurs témoignages, notamment dans sa correspondance avec sa sœur, Marie-Agnès. « Que nos chers parents et ceux que nous avons perdus et qui nous aimaient prient pour nous deux, ma bien chère sœur. » Le 3 novembre 1950, De Gaulle écrit toujours à sa sœur Marie-Agnès « Hier, nos chers disparus étaient tout près de mon esprit et de mon cœur. Puissent-ils, là où ils sont, nous assister le long de la route, et surtout quand nous serons au dernier pas. » Dans une autre lettre, le général écrit à Marie-Agnès Caillot « Invoque, je te prie, avec moi, ceux que nous avons perdus, en particulier nos chers papas, maman, Alfred, Charles, Denis et la petite Anne, pour que, grâce à leur intercession, je puisse porter le poids. » En cette proximité de son cœur et de son âme avec les défunts de sa famille, c'est le mystère de la foi du chrétien Charles de Gaulle. De Gaulle qui déclare, dans une allocution prononcée à l'ambassade de France auprès du Saint-Siège le 31 mai 1967, une déclaration tout à fait étonnante. Je cite De Gaulle. « Quels que soient les dangers, les crises, les drames que nous avons à traverser, par-dessus tout et toujours, nous savons où nous allons. Nous allons, même quand nous mourrons, vers la vie. » Alors, une vie intérieure qu'a tenté de déchiffrer, si je puis dire, aussi Maurice Clavel, le merveilleux Maurice Clavel, cette vie intérieure marquée par l'humilité. Maurice Clavel a témoigné ainsi. « Et vous voyez, ce sont de ces choses qui me conduisent à parler d'un autre trait spirituel, généralement ignoré dans l'âme de Gaulle. Et ce trait-là, je l'appellerai tout simplement l'humilité. » Une vie intérieure marquée aussi par le détachement stoïcien. Dans ses mémoires de guerre, le philosophe Charles de Gaulle écrit « Et regardant les étoiles, je me pénètre de l'insignifiance des choses. » Une vie intérieure également marquée, imprégnée par le silence. Pèlerin de Colombey depuis 40 ans, je suis toujours fasciné à la boisserie, par le silence de la boisserie. C'est une expérience intense, un moment toujours bouleversant pour moi. La boisserie, l'ermitage silencieux du général. Alors, en conclusion, sur ces voies de la révolte, De Gaulle, assurément, l'une des plus grandes voix de la révolte, aujourd'hui comme hier. De Gaulle, c'est la révolte de l'honneur pour la liberté. Sa pensée et son œuvre appartiennent non seulement à l'histoire de la France, mais à toute l'humanité. Le message gaullien est intemporel. Il s'adresse, je crois, préférentiellement à la jeunesse. La jeunesse qui est la singularité fondatrice de la France libre. L'esprit de jeunesse, y compris quand il avait 77 ans, c'est ce qui a toujours caractérisé le général de Gaulle, en ce qu'il avait d'indompté, de déconcertant, d'imprévisible, d'unique. C'est en cela que sa philosophie, toujours annonciatrice de liberté, est de nature à soulever l'enthousiasme des jeunes, parce que, avant tout, De Gaulle est celui qui a incarné le risque. En définitive,
De Gaulle né de Gaulle contre la jeunesse et le peuple. Le message du général de Gaulle, c'est la volonté d'un idéal libérateur du point de vue de la personne humaine comme sur le plan des nations. Je crois que de Gaulle enseigne à la jeunesse que le courage est toujours vainqueur, que le courage pour soi-même et pour la France, c'est l'assurance d'une invincible espérance. Je vous remercie de votre attention. La 4e conférence des entretiens d'ici aura lieu le 14 janvier prochain avec Itzhak Goldberg.